De son appartement parisien à l'organisation spartiate, hantée par les fantômes d'une carrière militaire de 40 ans, la colonelle de gendarmerie à la retraite, Éléonore Dubois, prépara un petit sac pour un voyage dont elle n'avait parlé à personne. L'ordre méticuleux qui régnait dans chaque pièce, les livres alignés au millimètre près sur les étagères, les médailles militaires polies et rangées dans un cadre en verre, le sol d'une propreté impeccable n'était qu'une façade pour masquer le désordre qui commençait à s'installer dans son esprit. La retraite, qu'elle avait anticipée comme une période de calme méritée, ressemblait davantage à un silence assourdissant, un vide que 40 ans de service et de commandement ne l'avaient pas préparée à affronter. C'est dans ce silence qu'avait germé l'idée, une impulsion soudaine et irrépressible, aller voir Julien. Le trajet à bord du TGV vers Nice était une transition douce entre deux mondes. À travers la vitre, le paysage français défilait, passant des teintes grises et ocres de Paris au vert profond de la campagne, puis aux couleurs vibrantes de la Provence. Assise droite sur son siège, Éléonore laissait ses pensées dériver. Elle se revoyait, des années plus tôt, sur un quai de gare similaire, serrant un petit Julien dans ses bras, lui promettant un retour rapide avant de partir pour une nouvelle mission. Combien de fois avait-elle fait cette promesse ? La culpabilité, une vieille compagne de route, s'installa à côté d'elle. Elle avait donné sa vie à son pays, mais quel prix son fils avait-il payé pour sa dévotion ? Dans son sac, un petit paquet soigneusement emballé contenait une montre ancienne, celle que Julien avait admirée dans la vitrine d'un antiquaire lors de sa dernière permission. Un cadeau pour se faire pardonner, peut-être. Un geste pour rattraper le temps perdu. L'arrivée à Antibes la frappa par son contraste. L'air était doux, chargé du parfum des pins et de la mer, et la lumière dorée de l'après-midi baignait les façades colorées des bâtiments. Pourtant, alors qu'elle marchait dans les rues bordées de palmiers en direction de l'adresse de Julien, un sentiment de malaise s'insinua en elle. L'immeuble était luxueux, avec des balcons en fer forgé et des jardins bien entretenus, mais son œil exercé repéra immédiatement les détails discordants. La boîte aux lettres de l'appartement de son fils, au nom de Dubois-Girard, débordait de courriers et de publicités. Sur le balcon du 3e étage, les plantes vertes dans les jardinières en terre cuite montraient des signes évidents de négligence, leurs feuilles jaunies pendant tristement vers le sol. Elle entra dans le hall en marbre, frais et silencieux. Une femme âgée, aux cheveux blancs soigneusement coiffés et au regard vif, était assise derrière un petit bureau en bois. La concierge. « Bonjour madame », commença Éléonore d'une voix calme. « Je suis la mère de monsieur Dubois, de l'appartement 3B. Je viens lui faire une surprise. » La concierge, qui se présenta comme madame Moreau, lui offrit un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah, madame Dubois. Quelle bonne idée. Mais je crains que votre surprise ne tombe à un mauvais moment. » Le cœur d'Éléonore se serra. « Comment cela ? Julien est en voyage ? » « Non, non, » dit madame Moreau en baissant la voix, se penchant légèrement en avant. « Enfin, sa femme, oui. Toujours entre deux avions, cette jeune femme. Des fêtes à Cannes, des yachts à Saint-Tropez. Mais monsieur Julien, lui, il avait l'air si pâle ces derniers temps. Terriblement fatigué. » Éléonore tenta de garder un visage neutre, mais une angoisse glaciale commençait à la saisir. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » Madame Moreau évita son regard, se concentrant sur un registre ouvert devant elle. Sa voix n'était plus qu'un murmure inquiet. « Ils l'ont emmenée en ambulance, madame Dubois. Il y a 2 semaines. Je ne l'ai pas revue depuis. » Le monde sembla basculer sur son axe alors qu'Éléonore se tenait, figée, dans le hall ensoleillé, le petit cadeau pour son fils pesant soudain d'un poids impossible dans sa main. Le chagrin fut une explosion silencieuse, et pour Éléonore, elle détonna dans le calme stérile et rythmé par les bips des moniteurs de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Pasteur II. Elle suivit une infirmière à travers un labyrinthe de couloirs blancs, son propre souffle lui semblant anormalement bruyant. La discipline militaire, gravée en elle, lui servait de bouclier, maintenant ses épaules droites et son visage impassible, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. La chambre de Julien était une petite alcôve de technologie et de fragilité. Son fils, son unique enfant, n'était plus qu'une silhouette frêle sous un drap blanc, son visage d'une pâleur de cire, sa respiration assistée par le sifflement doux d'un ventilateur. Un médecin à l'air fatigué lui expliqua la situation d'une voix basse et compatissante, un cancer gastrique à un stade avancé,
découvert bien trop tard. Il était arrivé inconscient. Éléonore hocha la tête, absorbant les mots comme des rapports de mission, des faits à analyser plutôt qu'une sentence qui venait de briser sa vie. Elle s'approcha du lit, sa main effleurant celle de Julien, si froide. À ce contact, ses paupières tremblèrent et s'ouvrirent lentement. Ses yeux, les mêmes yeux noisettes qui s'illuminaient autrefois sur les terrains de jeu, la fixèrent avec une lueur de reconnaissance. Un mot, à peine un souffle, s'échappa de ses lèvres, « Maman ». Et puis, le bip régulier du moniteur cardiaque s'accéléra de façon erratique avant de se transformer en une note unique, longue et stridente. Le temps s'arrêta. Les infirmières se précipitèrent, le médecin la guida hors de la chambre, mais elle n'entendait déjà plus rien. L'explosion avait eu lieu, ne laissant derrière elle qu'un silence de mort. Le retour à Antibes fut un brouillard. Éléonore ne se souvenait pas du taxi, ni de la route. Elle se retrouva devant la porte de l'appartement, la clé que l'hôpital lui avait remise tremblant dans sa main. À l'intérieur, le silence était différent de celui de son appartement parisien. Ce n'était pas un silence d'ordre, mais d'abandon. L'endroit était impeccablement décoré, dans un style moderne et impersonnel qui portait la marque de Chloé. Des meubles design, des œuvres d'art abstraites, mais presque aucune photo de Julien. La maison de son fils lui était étrangère. Poussée par la nécessité de trouver des papiers importants, une assurance, un testament, elle entra dans le petit bureau de Julien. C'est là, dans un tiroir de son secrétaire, qu'elle trouva le dossier. Ce n'était pas un testament, mais une pile de relevés de cartes de crédit et de factures. Son regard balaya les lignes, d'abord avec confusion, puis avec une horreur grandissante. Des dizaines de milliers d'euros dépensés au cours des 2 dernières semaines. Un séjour dans un palace à Cannes, une montre de luxe achetée à Monaco, des robes de créateurs, et la facture la plus exorbitante, la location d'un yacht à Saint-Tropez, datée de la semaine où Julien avait été admis aux soins intensifs. En dessous de cette pile de dépenses extravagantes, elle trouva les lettres de rappel de la banque pour le prêt immobilier, frappées d'un tampon rouge menaçant, impayé. La trahison était si froide, si calculée, qu'elle éclipsa momentanément son chagrin. La douleur se mua en une colère glaciale, précise et tranchante comme un éclat de verre. Elle trouva le numéro de Chloé sur un carnet posé près du téléphone. Elle composa le numéro, sa main parfaitement stable. L'appel vidéo se connecta presque instantanément, révélant une scène d'une cruauté surréaliste. Le visage souriant de Chloé apparut, encadré par un ciel d'un bleu éclatant et le pont blanc d'un bateau. Derrière elle, des gens en maillot de bain dansaient au son d'une musique assourdissante. Une coupe de champagne à la main, elle cria par-dessus le bruit, « Éléonore !» Quelle surprise !« Julien est mort, Chloé, » dit Éléonore, sa voix plate, sans la moindre inflexion. Le sourire de Chloé vacilla une fraction de seconde, puis elle haussa les épaules avec une grâce étudiée. « C'était inévitable, tu sais. Il était malade. On ne pouvait rien y faire. » Elle but une gorgée de champagne, le regard déjà ailleurs. « Et les dépenses ? Le yacht ? Les bijoux ?» Le rire de Chloé fut bref et méprisant. « Je suis sa femme. Ce qui est à lui est à moi. C'est comme ça que fonctionne le mariage, non ?» Éléonore la fixa, mémorisant chaque détail, les lunettes de soleil griffées, les boucles d'oreilles en or, l'arrogance tranquille sur ses lèvres. Elle se pencha vers le téléphone, son propre visage remplissant l'écran, ses yeux durs comme de l'acier. « Profite bien de la vue, Chloé. Ce sera ta dernière fête payée avec l'argent de mon fils. » Elle mit fin à l'appel avant que Chloé ne puisse répondre. Éléonore s'assit dans l'obscurité, empilant méthodiquement les reçus accusateurs sur la table basse comme s'il s'agissait de rapports tactiques. « Maintenant, Chloé, » murmura-t-elle à la pièce vide, « la fête est finie. » Le premier TGV quittant Nice pour Paris n'était pas une retraite, c'était une avancée vers un champ de bataille plus stratégique. Le chagrin d'Éléonore était toujours là, une masse lourde et froide dans sa poitrine, mais il était désormais contenu par la structure rigide d'un plan d'action. Assise dans le wagon silencieux, elle ne regardait plus le paysage avec une mélancolie passive. Ses yeux analysaient, son esprit travaillait, transformant la douleur en une liste d'objectifs clairs et précis. La première étape était de couper les vivres de l'ennemi.
À peine arrivée à Paris, elle se rendit directement dans un bâtiment imposant près de la place Beauvau. Le bureau du colonel Philippe Beaumont était sobre et fonctionnel, orné de cartes d'état-major et de souvenirs de missions communes. Beaumont, un homme à la carrure solide et au regard direct, l'accueillit avec une poignée de main ferme et une expression de profonde sympathie. Il écouta son récit sans l'interrompre, son visage se durcissant à chaque détail de la trahison de Chloé. Il n'y eut pas besoin de longs discours. Ils étaient des soldats, et un des leurs avait subi une injustice intolérable. « Laisse-moi faire, Éléonore, dit-il simplement. » Il décrocha son téléphone et, en quelques appels brefs et autoritaires, mit en branle les mécanismes administratifs pour geler tous les comptes joints au nom de son fils. La rapidité et l'efficacité de son intervention furent le premier signe que Chloé avait sous-estimé son adversaire. Le rendez-vous suivant eut lieu dans un tout autre décor. L'étude de maître Antoine Lefebvre, le notaire de la famille depuis 2 générations, était un sanctuaire de bois sombre, de cuir et de silence, où flottait l'odeur rassurante du papier ancien. Lefebvre, un vieil homme aux mains tremblantes mais au regard encore vif, accueillit Éléonore avec une tristesse paternelle. Il sortit le dossier de la famille Dubois, un volume épais relié de cuir. Avec une infinie précaution, il lui raconta une histoire qu'elle ne connaissait que trop bien, les réticences de son défunt mari envers Chloé, l'insistance pour un contrat de mariage protégeant le patrimoine de Julien, et la décision de Julien, quelques années plus tard, de faire annuler ce contrat, persuadé de l'amour sincère de sa femme. « Votre mari était un homme prudent, » dit le notaire d'une voix douce. Il voulait protéger le cœur de son fils, pas seulement son argent. Puis, il ouvrit un petit tiroir de son bureau et en sortit une photographie dans un cadre d'argent. C'était une photo de son mari et de Julien, alors âgé de 10 ans, riant aux éclats lors d'une partie de pêche. Il voulait protéger ce sourire, dit Lefebvre en lui tendant la photo. Pour Éléonore, cette image devint le symbole de sa croisade. Ce n'était plus une question d'argent, mais d'honneur. Sur la recommandation de Lefebvre, Éléonore rencontra l'avocate qui lui avait conseillé, maître Isabelle Laurent, dans un café discret de la place Dauphine. C'était un lieu feutré, habitué aux conversations sérieuses. Maître Laurent était une femme d'une 40aine d'années, à l'élégance sobre et à l'intelligence perçante. Elle écouta attentivement le récit d'Éléonore, ses doigts fins tapotant doucement sur le dossier contenant les relevés de compte et les documents fournis par le notaire. Elle ne montra aucune surprise, seulement une concentration intense. « La loi française protège fortement le conjoint survivant », expliqua-t-elle calmement. Sur le papier, elle avait des droits. Notre travail sera de prouver que ses actions n'étaient pas celles d'une épouse, mais d'une prédatrice. La fraude est évidente, mais nous devons aller plus loin. Elle étala les reçus sur la table, créant une mosaïque de l'indécence de Chloé. La piste financière est claire. Elle nous permettra de récupérer les actifs. Mais pour vraiment gagner, pour la dépouiller de tout, nous devons prouver l'intention malveillante. Nous devons prouver qu'elle n'est pas une veuve éplorée, mais une criminelle. Son regard se posa sur Éléonore, direct et sans concession. Cette femme a fait la fête pendant que votre fils mourait. Les gens comme ça parlent. Ils se vantent. Y a-t-il quelqu'un dans sa vie, un ami ou un ennemi, qui pourrait savoir qui elle est vraiment ? Nous arrivons à un tournant décisif dans l'histoire d'Éléonore. Si son combat pour la justice vous touche jusqu'à présent, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir en commentant le chiffre ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer la suite de cette quête de vérité. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à donner vie à des récits qui, nous l'espérons, vous inspirent. Maintenant, retournons à notre histoire. La justice ne se trouve pas, Éléonore le savait, elle se traque. Et la traque du véritable caractère de Chloé commença dans les cercles sociaux venimeux et ensoleillés de la Côte d'Azur. Depuis son appartement parisien, qui lui servait de quartier général, Éléonore opérait avec la précision d'un officier de renseignement. Sur son écran d'ordinateur, les profils des réseaux sociaux des amis de Chloé étaient étalés comme une carte stratégique. Elle analysait les connexions, les rivalités cachées derrière les sourires éclatants et les commentaires élogieux. Chaque like, chaque photo de groupe était une information potentielle. En conférence vidéo sécurisée avec Maître Laurent,
elle dressa un portrait psychologique de ce petit monde bâti sur l'apparence et l'argent. L'avocate, de son côté, avait engagé un détective privé, un ancien commissaire de police de Nice, un homme qui connaissait les dessous de la Riviera comme sa poche. Sa mission était simple, se fondre dans le décor des cafés de la Croisette à Cannes et des plages privées de Saint-Tropez, écouter et identifier la faille dans l'armure de Chloé. Les premiers rapports du détective, envoyés chaque soir, confirmaient les intuitions d'Éléonore. Le cercle de Chloé n'était pas un groupe d'amis, mais une cour où elle régnait en reine, distribuant faveur et humiliation au gré de ses humeurs. La loyauté y était une monnaie d'échange, et la peur du rejet, une laisse invisible. Après une semaine d'observation, un nom revint avec insistance, Sandrine Petit. Le rapport du détective était clair et concis. Sandrine Petit se présente comme sa meilleure amie, mais l'observe avec un mélange d'admiration et de haine. Elle est la plus proche, et donc la plus vulnérable à sa cruauté. Le rapport détaillait ensuite un incident précis, une information cruciale qu'Éléonore avait pressentie. L'incident notable, gala de charité Les Voiles de l'Espoir, l'année dernière. Chloé a manœuvré pour que Sandrine soit évincée du comité d'organisation au profit d'une nouvelle venue, une riche héritière russe. L'humiliation a été publique et brutale. Sandrine n'a jamais pardonné, mais elle a trop peur de perdre son statut social pour le montrer. C'était la faille qu'elles attendaient. Une blessure d'orgueil, bien plus puissante que la morale, comme levier d'action. Ce fut maître Laurent qui passa l'appel. Sa voix était un mélange parfait d'autorité légale et de compréhension feinte. Elle ne menaça pas Sandrine. Elle lui offrit une porte de sortie, une opportunité. Elle lui expliqua la situation, les accusations de fraude, le gel des avoirs. Elle laissa entendre que les personnes proches de Chloé pourraient être considérées comme complices si elle dissimulait des informations. Puis, elle joua sa carte maîtresse. Sandrine, vous avez été sa confidente. Vous savez mieux que quiconque de quoi elle est capable. Vous avez le choix, sombrer avec elle, ou être celle qui a eu le courage de dire la vérité. La justice saura se souvenir de ses amis. Le silence à l'autre bout du fil fut long, chargé d'une lutte intérieure évidente. Puis, la voix de Sandrine, tremblante de peur mais aussi d'une excitation mauvaise, répondit « Que voulez-vous savoir ?» Quelques heures plus tard, une notification apparut sur l'ordinateur sécurisé de maître Laurent. C'était un dossier transféré par Sandrine. L'avocate l'ouvrit, le visage impassible, tandis qu'Éléonore observait depuis son propre écran à Paris. Le contenu était encore plus accablant qu'espéré. Il y avait des captures d'écran de conversations privées. Des messages de Chloé, d'une cruauté désinvolte, il tousse comme un vieux chien, je ne le supporte plus, le médecin a encore appelé, j'ai dit qu'on était en voyage. Il faut bien profiter un peu, non, plus vite il partira, plus vite je serai riche et libre. Mais la pièce maîtresse était une courte vidéo, tremblante, filmée avec un téléphone lors d'une fête sur un yacht. On y voyait Chloé, le visage rougi par le soleil et le champagne, lever sa coupe. La musique battait son plein. Elle se pencha vers Sandrine, qui tenait la caméra, et dit avec un clin d'œil complice, « À mon cher mari. Qu'il repose en paix, et qu'il me laisse le reste, avant d'éclater d'un rire perçant. » Le son de ce rire, vulgaire et triomphant, remplit le silence du bureau de l'avocate. Maître Laurent ferma le fichier, son visage dur comme du marbre. Elle regarda Éléonore à travers la caméra, son regard froid et déterminé. « Nous la tenons. La date du procès est fixée. Il est temps d'en finir. » Le palais de justice de Paris était un théâtre de pierre et de silence, et en ce jour, Éléonore était venue assister à l'acte final de la tragédie de son fils. Assise droite sur le banc des plaignants, vêtue d'un tailleur sombre et impeccable, elle observait la scène avec le calme apparent d'un commandant avant la bataille. De l'autre côté de l'allée, Chloé jouait son rôle à la perfection. Vêtue de noir de la tête aux pieds, une création de haute couture, évidemment un fin voile de résille dissimulant à moitié son visage, elle tamponnait délicatement ses yeux avec un mouchoir en soie. Son avocat, un homme à la voix mielleuse et aux gestes théâtraux, brossait le portrait d'une jeune épouse dévouée, anéantie par la perte de son grand amour, et maintenant harcelée par une belle-mère froide et calculatrice qui n'avait jamais accepté leur union. Il parlait d'amour, de chagrin, et de la solitude d'une veuve face à la machine judiciaire.
Plusieurs jurés semblaient émus. Puis ce fut le tour de maître Isabelle Laurent. Elle se leva, sans précipitation, et s'approcha de la barre. Sa voix était claire, posée, dénuée de tout artifice. Elle ne parla pas d'émotion, mais de faits. Un par un, les relevés bancaires, les factures, les contrats de location furent projetés sur les écrans de la salle d'audience. Elle ne s'attarda pas, mais souligna la chronologie, un calendrier implacable qui superposait les dépenses extravagantes de Chloé au jour où Julien luttait pour sa vie. Un schéma, Madame la juge, dit-elle simplement, qui ne ressemble pas à celui d'une épouse inquiète, mais à celui de quelqu'un qui vide les coffres avant que le navire ne sombre. Elle appela ensuite le docteur Benoît Martel à la barre. Le médecin, le visage grave, expliqua avec une précision clinique les multiples tentatives de son cabinet pour joindre Julien pour des examens de suivi cruciaux, et les réponses évasives de Chloé: « Il est en voyage d'affaires, il est trop occupé pour le moment, nous vous rappellerons. » L'atmosphère dans la salle commença à changer. Le doute s'installa. La défense a peint le portrait d'une épouse aimante, reprit maître Laurent, sa voix se faisant plus dure. Nous allons maintenant montrer au tribunal la véritable nature de cet amour. J'appelle à la barre un témoin surprise, mademoiselle Sandrine Petit. Un murmure parcourut l'audience. Chloé se raidit, son visage se figeant sous son voile. Sandrine s'avança, visiblement nerveuse mais savourant son moment. Guidée par les questions précises de l'avocate, elle raconta les confidences de Chloé, son mépris pour la maladie de son mari, son impatience d'hériter. Puis, les messages textes furent projetés. Les mots crus et cruels de Chloé s'affichèrent en lettres noires sur fond blanc, remplissant la salle d'un silence glacial. Enfin, maître Laurent demanda à ce que la pièce à conviction finale soit présentée. La cour va maintenant visionner une courte vidéo, prise lors d'une fête sur un yacht, 2 jours après l'admission de Monsieur Dubois en soins intensifs. L'écran s'illumina. Le son d'une musique festive et de rires remplit le tribunal. On y voyait Chloé, radieuse, une coupe à la main, trinquant face à la caméra de Sandrine. Sa voix, claire et moqueuse, résonna dans les haut-parleurs: « À mon cher mari. Qu'il repose en paix, et qu'il me laisse le reste. » Son rire strident éclata, et ce fut à ce moment précis que tout bascula. Le masque de Chloé tomba. Elle bondit de sa chaise, pointant un doigt tremblant vers Sandrine. « Menteuse » hurla-t-elle, sa voix devenant une plainte hystérique. « C'est une menteuse. Elles sont toutes jalouses de moi. Menteuse. » Son avocat tenta de la calmer, mais elle était hors de contrôle, son visage tordu par la rage. L'image de la veuve éplorée avait volé en éclats, remplacée par celle d'une furie narcissique. Le maillet de la juge s'abattit avec un bruit sec. « Silence » ordonna-t-elle, son visage une expression de pur dégoût. Elle examina les preuves, puis le spectacle pitoyable de Chloé. Son jugement fut rapide et sans appel. Elle accorda le contrôle total de la succession à Éléonore Dubois, au vu des preuves de négligence volontaire et de fraude, ordonna le transfert du dossier au procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête pénale. Alors qu'un huissier escortait une Chloé stupéfaite et hurlante hors de la salle, son regard croisa celui d'Éléonore. « Vous le regretterez » cracha-t-elle. Éléonore ne sia pas, son expression n'était pas celle du triomphe, mais d'une profonde et déchirante lassitude. La victoire ressemblait moins à une célébration qu'à l'espace calme et vide après le passage d'une tempête. Dans les semaines qui suivirent le procès, Éléonore supervisa le démantèlement de la vie que Chloé avait construite, une tâche qu'elle accomplit avec une efficacité détachée. Mais une fois la justice rendue, le silence revint, plus lourd qu'avant. De retour dans l'appartement d'Antibes, désormais rempli de cartons, elle entreprit la tâche douloureuse de trier les affaires de son fils. Chaque objet était une relique, chaque vêtement portait un souvenir. En vidant le bureau de Julien, elle tomba sur un vieux carnet de croquis de son enfance, rempli de dessins de châteaux fantastiques et de vaisseaux spatiaux. L'odeur du vieux papier lui rappela une vague de nostalgie douce amère, le souvenir d'un petit garçon créatif et rêveur. Juste en dessous, elle trouva ses portfolios d'architecte, des projets élégants et ambitieux. L'un d'eux attira son attention, une série de plans pour un centre de bien-être communautaire, un lieu de repos et de guérison. C'est là, au milieu des fantômes du passé de son fils, que l'avenir prit forme. Le combat était terminé, mais la mission ne faisait que commencer.
Elle n'allait pas garder cet argent entaché par la cupidité. Elle allait en faire un héritage. Quelques mois plus tard, au printemps, le fonds Julien Dubois était né. La fondation, financée par la totalité de la succession récupérée, avait pour objectif d'apporter un soutien financier et humain aux malades du cancer abandonnés ou sans ressources. Lors de sa première visite officielle à l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Pasteur II, Éléonore ressentit un mélange d'appréhension et de détermination. Les couloirs étaient clairs et décorés de dessins d'enfants, mais l'air était empreint d'une bravoure silencieuse. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Un petit garçon de 8 ans, assis seul dans un coin de la salle de jeu, si concentré sur son carnet à dessin qu'il semblait être dans un autre monde. Il était petit pour son âge, avec de grands yeux sombres et observateurs. Une infirmière lui expliqua à voix basse, « C'est Léo. Leucémie. Il n'a pas de famille qui vient le voir. » Éléonore s'approcha doucement. Elle regarda par-dessus son épaule le dessin qu'il réalisait, une scène de forêt incroyablement détaillée. Elle ne vit pas seulement un enfant malade, elle vit un artiste, une âme sensible et solitaire qui lui rappela, de manière poignante, son propre fils. Leur rencontre devint un rituel. Éléonore lui apporta du matériel de dessin de meilleure qualité. Elle ne posait pas de questions sur sa maladie, mais sur ses créations. Il parlait de couleurs, de formes, d'histoires que ses dessins racontaient. Entre la vieille colonelle, dont la vie avait été définie par la discipline et le conflit, et le petit garçon qui se battait pour la sienne avec des crayons et du papier, un lien improbable et puissant se tissa. Il remplissait le silence de sa vie avec ses bavardages tranquilles, et elle lui offrait la stabilité et l'attention qu'il n'avait jamais connues. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le petit jardin de l'hôpital, elle prit sa décision. Elle ne se contenterait plus d'être une visiteuse. Le jour où elle vint lui annoncer qu'elle avait entamé les démarches officielles pour l'adopter, elle le trouva à sa place habituelle, en train de dessiner. Elle s'assit à côté de lui et lui parla de sa maison à Antibes, une maison avec un grand jardin où le soleil brillait presque tous les jours. Un endroit où il pourrait avoir sa propre chambre, et planter tout ce qu'il voudrait. Elle lui demanda, la voix légèrement tremblante, s'il aimerait venir y vivre avec elle. Léo leva les yeux de son dessin, ses grands yeux sombres la fixant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Puis, pour la première fois, un sourire total, radieux, illumina son visage. Quelques mois plus tard, dans ce même jardin à Antibes, ils plantaient ensemble de la lavande. La terre était riche et sentait bon le renouveau. Léo, le visage barbouillé de terre, demanda, « Est-ce que les fleurs reviendront l'année prochaine ?» Éléonore passa un bras autour de ses petites épaules et le serra contre elle. « Oui, mon chéri, » répondit-elle, la voix pleine d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Elles reviennent toujours. » Pour la première fois depuis son retour, la maison ressemblait à un foyer.